Bonjour à tous, je suis Nika, Stroke Underwood de TAFU, une organisation de conservation de la nature pour les adolescents qui promeut la responsabilité personnelle envers la nature et la faune. Merci d'être venu nous joindre à nouveau pour cette interview spéciale et très excitante avec Denis Palonque, un photographe professionnel avec des photos à couper le souffle. Denis a consacré sa carrière à partager les merveilles de notre planète avec des photographes du monde entier et à protéger et conserver la nature. Nous sommes ici ce soir pour entendre son parcours, les défis qu'il rencontre et l'impact qu'un photographe peut avoir. Bienvenue Denis, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous-même et sur le travail que vous faites? Bonjour Nika, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation et de m'avoir demandé de venir expliquer un petit peu mon parcours et ma vie ici. Et puis félicitations pour votre groupe Tafou et vraiment ce que vous mettez en place pour les jeunes, c'est génial. C'est vraiment une bonne chose, donc il faut continuer à fond. Donc, Merci comme... beaucoup, merci d'avoir venu. Avec plaisir. Donc, comme tu l'as expliqué, donc moi je suis photographe professionnel. Après, bien évidemment, j'ai un parcours de biologiste au départ et je suis venu à la photo, bien que j'en faisais aussi, avant, j'y suis venu à la photo professionnelle plus tard, après mes études et après avoir travaillé un petit peu dans le domaine de la biologie. Mhm. D'accord. Et pouvez-nous en parler de votre parcours un peu plus et de comment vous avez entré dans la photographie animalière? Anamili- Animalière? Ouais, alors en fait, depuis tout petit, j'ai toujours été attiré moi par la nature, par les animaux, tout ça, même très jeune déjà, à la maternelle, en fait, je ne sais pas si la maternelle, vous voyez, c'est vraiment la classe de plus bas âge. Donc, je passais la plupart de mon temps, de mes récréations, à observer les fourmis au pied des platanes plutôt que de jouer au foot avec les copains. Alors, bien sûr, moi, personnellement, pour être honnête, je ne m'en rappelle pas vraiment. C'est la directrice qui était une amie de mes parents qui leur racontait. Mais donc, voilà, quoi, j'ai toujours été vraiment, vraiment attiré par la nature. Et depuis vraiment très, très jeune, je crois, depuis l'école primaire, j'ai toujours voulu faire de la recherche, être un scientifique, travailler sur les animaux, les étudier, enfin des choses comme ça, être dans la nature le plus possible. Donc j'ai tout fait pour. J'ai commencé à faire des études dans le domaine de la biologie et je suis allé jusqu'à alors c'est un équivalent de master actuellement dans le domaine de la biologie des populations animales et des écosystèmes. Donc, c'est l'étude de comment les animaux évoluent dans leur écosystème, comment les populations peuvent changer s'il y a des changements d'environnement. Enfin, il y avait pas mal de biostatistiques, mais bon, c'était super intéressant. Donc voilà, ça c'est la base. Après, je fais de la photographie depuis tout jeune aussi, puisque mon tout premier appareil, c'était un. Alors, c'est des choses que vous connaissez sûrement pas, vous les jeunes de maintenant. C'était un appareil, ça s'appelait un 110 mm. C'était vraiment des tout petits films que ma grand-mère m'avait offert. Je sais pas, je devais avoir 8 ans. Et donc, j'ai commencé mes premières images comme ça, qui étaient vraiment pas bonnes du tout. Après, mon père m'a offert un vrai réflexe argentique, un vieux Minolta X300. Donc, alors, quand je dis argentique, c'est avec du film. Avant, on mettait du film pour faire des images. Il n'y avait pas de numérique. Et du coup, ouais, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans ou 14, je ne sais plus trop. Et là, j'avais un vrai appareil. Donc là, j'ai commencé à faire des photos animalières avec un vieux 300 qui n'était pas bon non plus du tout. Et mes photos étaient vraiment horribles. Enfin, j'en ai encore une ou deux, c'était horrible. Mais bon, c'est pas grave, j'étais dehors, je faisais des images, c'était génial. Et en fait, on avait un petit labo noir et blanc dans le grenier où mon père il développait les films. Donc moi, ça m'intéressait depuis tout petit et voilà, je voulais faire ça. Et donc, au cours de mes études, j'ai continué à faire des images, mais plus pour un outil, quoi, comme un outil pour avoir des preuves ou des témoignages. Et au cours en milieu de mes études universitaires, j'ai découvert un photographe qui m'a vraiment changé la vie, enfin vraiment un photographe que j'adore, c'est un de mes mentors, on va dire, qui fait d'ailleurs partie de l'ILCP, dont on parlera tout à l'heure, qui est Art Wolf, je pense que tu connais peut-être. Et là, quand j'ai vu ces images, donc moi j'étais dans mes recherches, dans la bio, machin, quand j'ai vu ces images où il prenait des photographies d'animaux en gros plan, en grand angle, avec tout l'environnement derrière, il avait vraiment une démarche environnementaliste de la photo animalière, et j'ai dit, waouh, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire en fait. Et ça m'a permis voilà, de changer mon point de vue sur l'image et puis sur la biologie, quoi. Donc,
J'ai travaillé pendant quelques années, dans le domaine de la biologie et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Il y avait plein de choses, enfin bon, le système évoluait, ça me plaisait pas trop. On passait beaucoup de temps à l'intérieur à faire des analyses et ça faisait pas vraiment avancer les choses à mon goût. Donc Mmh. après, j'ai arrêté la biologie au sens pur et j'ai fait une formation, de photographe dans une école qui faisait de la photographie. Donc j'ai appris plein de choses, l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, de la photo bien sûr, de l'optique, de la chimie, plein de choses. Du studio aussi, savoir comment faire des images en studio. Et alors c'est sûr que c'était loin de la biologie. Donc c'est pas grave, ça m'a permis d'avoir toutes les bases techniques solides pour faire des images. Et après, j'ai fait des stages, je sais pas comment on peut appeler ça en anglais, mais bon, on cherche pas. Je comprends ce que vous voulez. Ouais. Donc j'ai fait des stages pour me perfectionner dans la photographie scientifique. Donc je suis allé voir mes collègues qui bossaient dans des laboratoires de sciences pour étudier des techniques très particulières, de la microscopie, des choses comme ça. Et ça m'a permis d'évoluer dans le domaine de l'image. Et à la fin de cette formation-là, j'ai commencé à travailler, bon, plein de petits boulots dans le monde de l'image, hein, mais surtout, j'ai commencé à faire mon portfolio d'images, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux comme on a maintenant où on peut partager nos images facilement. Il fallait faire des books, faire du papier et aller voir les gens, donc les magazines ou les futurs clients, pour leur montrer ce qu'on était capable de faire et essayer de les décider à nous faire confiance pour avoir un boulot, quoi, pour travailler pour eux. Et donc, c'était assez gratifiant, pas facile, mais voilà, c'est une partie qui a permis, après, petit à petit, une fois qu'on a, comment dire, qu'on est connu par les gens, après, c'est eux qui viennent te demander, ben, viens nous faire un reportage sur ça et tout ça. Donc voilà, c'est un peu mes débuts dans le monde de la photo de nature en sens large, hein. Il n'y avait pas que de l'animalier, il y avait un peu de tout, quoi. Donc Ouais, voilà. c'est tout très intéressant. J'ai 3 questions vers tout ça. La première, est-ce que c'était une très grande transition d'aller de biologie à photographie ou c'était assez facile? Alors, je dirais que c'est assez facile parce que, comment dire? Moi, la photographie qui m'intéresse, c'est la photographie, de nature, donc de travailler justement avec des scientifiques et du coup, la transition alors les études, ça reste des études, hein, que ce soit de la photo ou autre chose, il faut bosser, il faut travailler, il faut apprendre. Par contre, une fois que j'étais dans le métier, c'était intéressant de pouvoir travailler avec des scientifiques. Je savais de quoi ils parlaient. Quand ils m'expliquaient des choses, je comprenais leur langage, leur jargon, tout ça. Et tout de suite, je voyais ce qu'ils pouvaient, vu que j'avais aussi un background de photo, je pouvais voir les choses qui allaient être intéressantes ou pas, justement, à photographier et que je vais pouvoir partager après avec les gens qui, eux, ne sont pas dans le métier, quoi. Mmh, d'accord, c'est très aidant en fait, au lieu d'être difficile, hein. L'autre question c'était, vous avez dit que vous avez une, comment ça s'appelle? Une, pas période, mais une place pour faire les photos de blanc et noir. Oui, Oui, ouais, j'ai commencé à travailler, oui, en photographie noir et blanc argentique, ouais. est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus que comment ça marche et tout? Oui, oui, bien sûr, ouais. Alors pour tout te dire, même j'en fais encore. Donc j'ai, dans mon bureau, j'ai un petit local express, un labo photo où je continue à faire de la photo avec du film à l'ancienne et des vieux appareils en noir et blanc. Alors je le fais plus pour mon plaisir maintenant. De temps en temps, j'ai des commandes, mais ça devient de plus en plus rare. Et alors en fait, dans les boîtiers, est-ce que tu veux que j'aille chercher un appareil pour te montrer? Mmh, d'accord. Je vais te montrer ça. J'arrive, j'arrive. Donc voilà, les appareils avant, ils ressemblaient à ça. Donc vous en avez sûrement vu en photo, tout ça. Le principe de fonctionnement, c'est exactement le même que le numérique, sauf que derrière, ça s'ouvre, il n'y a pas de capteur. Attends, je te montre. Hop. Donc ça s'ouvre comme ça, et en fait, ici, à cet endroit-là, on glissait une cartouche avec un film à l'intérieur, qu'on étirait le long de la fenêtre qui est ici. On refermait, il ne fallait pas que ça voie la lumière, parce que c'était une matière qui était sensible à la lumière. Ah Et d'accord. donc, pour faire nos photos, après, le reste, c'était pareil. Donc, au lieu d'avoir un moteur qui faisait d'une image à l'autre, on tournait ici pour charger nos images, hop, dans ce Ah sens. ah. Ah Et d'accord. après, on pouvait appuyer et ça faisait la photo. Les réglages, c'était les mêmes. On avait euh, ici hop, le module pour régler les vitesses et les ISO.
et sur l'objectif, là, on avait une bague, hop, ici, là, pour régler le diaphragme. Donc les 3 paramètres, c'était exactement les mêmes. La grosse différence, c'est qu'on ne voyait pas nos images. Donc, si tu veux, moi, je trouve que la plus grosse différence avec les images qu'on peut faire maintenant en numérique, c'est que maintenant, on fait une image, on la regarde et après, on réfléchit comment l'améliorer. Oui. À l'époque, on n'avait que 36 photos maximum dans une cartouche. Ça coûtait super cher. Donc, il fallait qu'on réfléchisse avant d'appuyer pour faire la photo. Si tu veux, c'était pas la même. Et c'était, en même temps, c'était une bonne école parce que ça permettait justement de. On progressait moins vite, mais quand on avait des connaissances, elles étaient bien profondes, bien ancrées. Mmh. Donc voilà, c'était les grosses différences. Je sais quand mon frère, il était petit, il Ouais. il avait un caméra comme ça, mais pas comme ça, mais avec de avec le Avec un film et film tout. dedans. Oui, Ouais, c'est génial. et je l'ai vu il y a quelques jours et c'est très différent, mais aussi très intéressant de Ouais, voir. ouais. Ça, J c'est un peu moins performant maintenant que ce qu'on a en numérique, enfin moins, ouais, beaucoup moins performant. Par contre, ça a un charme quand même qui est intéressant et ouais, je suis d'accord avec toi que c'est Oui, et je sais que mon frère, il a pris des photos de n'importe quoi et c'était ouais, toujours mais et ça, il a pris n'importe quoi. c'était parce que voilà, c'est le début. Oui, mais bon. Alors, quelles sont quelles direz-vous sont votre, plus grande réalisation en tant que photographe animalière? Alors, si tu veux, pour moi, mes plus grandes réalisations, c'est pas tant les images en elles-mêmes que, Mmh. en fait, l'utilisation qui en a été faite après. Moi, ce qui m'intéresse, qui est là où je suis vraiment content, c'est quand mes images, elles réussissent à être utilisées par des ONG, par des scientifiques ou des biologistes ou des écologistes Mmh, pour les aider dans leur cause et vraiment avoir un impact sur le grand public ou sur leurs décideurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment là où vraiment, je suis content. C'est oui, plus ça qui m'intéresse. oui. Est-ce que vous pensez que ça vient un peu de votre, que com que vous avez commencé dans la biologie au lieu de Ouais, avec je pense que par rapport à certains photographes de nature actuellement, moi, je suis très, très impliqué dans la conservation et la protection de la nature. D'où, le fait que je sois pas seulement un photographe animalier, mais vraiment un photographe de conservation. Et c'est vrai que le fait de alors je sais pas si c'est le fait d'avoir fait des études dans ce monde-là ou si c'est déjà le fait que depuis toujours, moi, c'est ça qui m'intéresse et j'ai envie de protéger ce que j'aime. Donc, si tu veux, la biologie, c'était un peu ça aussi. C'était à la fois pour comprendre la nature, pour comment ça fonctionne, comment les animaux ils fonctionnent, pourquoi ils font ça ou ça, et en même temps pouvoir après les protéger et les aider. Et du Oui. coup, je trouve que la photo, c'est devenu un très très bon outil pour moi pour ça. Oui, très intéressant. Hem, est-ce que vous pouvez nous dire ou nous parler un peu de la Ligue internationale de photographes de conservation? Oui, alors donc c'est une ligue qui est basée aux États-Unis, mais qui est internationale. Mais voilà, le staff, il est aux États-Unis. Moi, ça fait 8 ans que j'en fais partie. Alors, c'est une ligue dans laquelle on ne rentre pas juste en faisant une inscription comme ça. Il faut être coopté par au moins 2 personnes qui me connaissent, enfin, qui connaissent le photographe, qui connaissent son travail. Et ce qui est très intéressant dans la ligue, dans l'ILCP, moi je vais dire l'ILCP, ça va plus vite, dans la ligue voilà, de conservation des photographes de nature, c'est que c'est que c'est un regroupement donc de photographes de talent, mais vraiment les meilleurs photographes du monde pour moi de nature, ils sont là-bas et du monde entier et du coup, c'est très stimulant pour son travail personnel, et en même temps, on peut avoir de l'aide avec ses collègues. On leur demande des fois des renseignements, des choses où on regarde comment eux, ils ont traité leur sujet, ça nous donne aussi des idées et puis après, bah, il y a le bureau qui lui, nous permet de nous aider sur nos projets futurs, ben, de nous mettre en contact avec les gens qu'il faut ou de voir si on peut trouver des bourses de financement, des choses comme ça. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est que, enfin, c'est vraiment essentiel, c'est l'éthique qu'il y a au sein de l'ILCP. C'est-à-dire que c'est sans compromis, l'animal, l'environnement ou les peuples premiers qui vivent dans les pays sont, sont vraiment la chose la plus importante au sein de l'ILCP. Je peux te demander 2 petites minutes? D'accord. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Ah d'accord. J'arrive, je reviens. Hem, alors pouvez-vous discuter des défis auxquels vous avez été confrontés dans votre travail en conservationniste et de photographe aussi? Alors, en fait, si tu veux, pour vraiment être, ouais, être honnête, les défis, ça manque pas.
Et je pense que vous, la jeune génération qui arrive derrière nous, vous allez en avoir autant, si ce n'est plus. Et, et moi, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est de trouver, enfin de trouver, c'est de réussir à passer le plus de temps possible sur le terrain. Parce que Mhm, c'est grâce à ça qu'on arrive à travailler en profondeur un sujet. Et ça devient très difficile parce que tout coûte de l'argent, bien évidemment, et ça devient dur de motiver des organisations ou des partenaires pour avoir de l'argent et du temps à passer sur le terrain, mhm, pour travailler le sujet en profondeur, quoi. Après, pour tout ce qui est des défis plus techniques, c'est finalement, on en a tout le temps, mais en même temps, c'est un peu ce qui est aussi marrant, ce qui est amusant, ça reste de la technique. Donc, quand tu te dis, bah, il faut que je photographie tel animal, mais il est super farouche, comment on va faire? Et ben, ok, on va essayer de faire du piège photo ou de l'infrarouge pour essayer de le filmer comme ça la nuit quand lui, il veut pas nous voir. Il y a plein de techniques maintenant, grâce à la technologie, qui nous mhm. permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et Yeah. Ouais. Vas-y, si tu as une non, question. non, Et non. du coup, l'intérêt, ça reste toujours pour moi, hein, bien sûr, de pouvoir documenter un sujet, une espèce, un environnement, une problématique, en ayant le moins d'impact possible sur elle. Donc, d'être le plus discret, que l'animal ne me voit pas. C'est Mhm, pas toujours facile, mais c'est vraiment ce qui est intéressant. Ça permet d'avoir des images qui sont vraies, qui sont justes, avec des comportements. Et puis, en plus, ça permet de ne pas gêner l'animal, de ne pas le mettre en péril lui non plus, quoi. oui, bien sûr. Mm. Et j'avais une question. Qu'est-ce que c'était? Bon, j'ai oublié. Si ça me revient, je vous demandera. N'hésite pas. Mm. Mais bon. Bah, comment pensez-vous que les défis envers l'environnement et la conservation de la faune et de la flore ont évolué au Ouais. fil des années? Alors, à mon sens, ils n'ont pas évolué dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont toujours présents, ils sont même encore plus présents. Si tu veux, quand moi j'ai commencé à travailler dans le métier de photographe, Mhm, on travaillait sur des sujets qui étaient assez ponctuels, sur une espèce en particulier ou un environnement qui était mis en péril. Et avec les problèmes liés à l'humanité, hein, bien sûr, du changement climatique, toutes ces problématiques-là sont devenues beaucoup plus globales, mhm, beaucoup plus grandes en termes d'échelle. Et maintenant, on ne considère plus ça au niveau d'une région, voire d'un pays. Maintenant, c'est quasiment à l'échelle d'un continent, voire de la planète, qu'il va falloir gérer des problèmes de conservation, d'environnement. Et donc, pour nous, en tant que photographe, le challenge, c'est ça aussi, c'est d'essayer d'avoir une vue plus globale, ce qui est compliqué parce que ça demande aussi souvent des fois des déplacements maintenant. Et mhm, puis de savoir comment illustrer ces sujets qui sont de si grosse envergure, quoi. oui. Et est-ce que des fois vous prenez des photos d'une animal ou d'une région qui n'a pas été beaucoup photographiée avant et qui peut-être vous ne penserez pas de faire juste comme ça, que peut-être vous connaissez pas même? Alors ouais, moi, ça m'est arrivé d'aller dans des endroits que je ne connaissais pas. Et donc là, c'est ce qui est vraiment important aussi. Il y a beaucoup de choses importantes dans ce métier-là, c'est de ne pas aller travailler sur un sujet qu'on ne connaît pas. Mmh. Donc, il y a quelques années, je suis allé travailler à Madagascar pour le compte de l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, j'ai travaillé avec une collègue, une amie qui est elle aussi photographe. C'était un gros sujet, donc on a travaillé à deux dessus. Et en fait, euh, on nous a envoyés là-bas pour suivre des ONG qui travaillaient sur la conservation des lémuriens. Mmh. Mais nous, on ne connaissait ni Madagascar, ni les lémuriens. Donc, avant de partir là-bas et de dire, ouais, super, on va aller faire des photos, il faut savoir ce qu'on doit photographier, comment on va le photographier, où est-ce qu'on va les trouver, qu'est-ce qu'ils mangent les lémuriens, enfin, tout leur comportement, tout ça. Donc, on a passé plusieurs mois à faire de la bibliographie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire prendre des documents scientifiques, des bouquins, tout ça, et avoir, voilà. Donc, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque sur les lémuriens maintenant, pour voir qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent, tout ça et tout ça. Et une fois qu'on est bien documenté, à ce moment-là, on peut se dire, OK, ça va être intéressant à photographier, ça, c'est hyper important, on va le faire aussi, ça sera moins visuel, on ne va pas le faire. Et c'est comme ça qu'on travaille sur un sujet qu'on ne connaît pas, quoi. Enfin, Mmh. moi, en tout cas. Oui. C'est très intéressant parce on peut apprendre beaucoup comme photographe, Ouais, tout qui à est très fait. Moi, intéressant. j'apprends c'est aussi une des parties que j'aime dans mon métier, c'est que tous les jours, il y a des choses à apprendre, quoi. Et que ce soit sur le sujet que tu vas traiter,
mais aussi sur la technique, parce qu'il y a toujours des nouvelles technologies et des fois, tu as envie de faire une image, tu sais pas trop comment la faire. Donc, bah, tu cherches et puis tu te dis, ah, l'avantage d'internet, c'est qu'on trouve plein d'informations maintenant et tu te dis: «Ah bah, voilà, je vais essayer de faire ça», puis tu bricoles, tu apprends des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, c'est vraiment génial. Pour ça, c'est un super métier. Oui, très intéressant et hem, quel est j'ai un peu demandé ça avant, mais quel est selon vous le rôle de la photographie dans la sensibilisation des Ouais. défis de la conservation de la nature et de la Mmh. faune en général? Alors, pour moi, voilà, que ce soit en photographie animalière ou en photographie, de conservation, le rôle de la photographie et du photographe est hyper important. Quand Mmh. on travaille dans la conservation, on va travailler sur des sujets sensibles, Mmh. avec des ONG, avec des biologistes, des écologistes, des gens qui eux sont des passionnés aussi, mais qui sont dans une monde dans une sphère, on va dire, un peu différente du grand public. Et le Mmh. problème, c'est que c'est le grand public qu'il faut sensibiliser, ou les entreprises, ou les décideurs de chaque pays. Donc le photographe, il est là pour faire le lien entre ces 2 mondes et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que, pour avoir été scientifique et avoir côtoyé beaucoup de scientifiques, je sais que les scientifiques, ils sont très mauvais en communication, mais très mauvais. Ils savent pas faire, c'est pas leur truc. Donc Ah, eux, ils vont faire, voilà, ils vont faire leur travail, ils vont analyser les problèmes, ils vont dire: «Bah, voilà, il faudrait faire ça, ça et ça pour essayer d'améliorer les choses». Mais nous, c'est à notre rôle, c'est de faire des images qui montrent ça, plutôt que des tableaux, des graphiques et des choses qui sont absolument pas lisibles pour le monsieur tout le monde, pour le grand public et mmh. de traduire ça en images pour que les gens, quand ils voient les images, ils disent: «Ah oui, il y a un vrai problème là, ça va être à nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses?» Et ça, c'est notre rôle, c'est à nous de sensibiliser, de faire le lien entre ces 2 mondes-là. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a beaucoup à voir avec les émotions plus que les informations? Ouais, tout à fait. En fait, quand on fait de la photographie de conservation, il faut réussir à traduire une problématique ou des études scientifiques par des émotions, donc par une image qui, elle, va provoquer des émotions et c'est grâce à ces émotions-là qu'on va réussir à faire changer les choses ou au moins à faire évoluer les mentalités, faire changer la façon de penser des gens. Donc c'est la partie la plus difficile peut-être, mais c'est aussi la plus intéressante. C'est-à-dire de réfléchir à savoir comment je vais pouvoir faire une image pour que les personnes, quand ils la regardent, bah, ouais, au début, ils vont se dire: «Ouais, cette espèce, elle est très bien photographiée, c'est beau, je la connaissais pas, ça m'intéresse», tout ça. Puis Mmh. après, leur montrer des images qui sont peut-être un peu plus dures visuellement, mais où on voit l'espèce en danger, qu'est-ce qui la menace, des choses comme ça et à ce moment-là, les gens, ils vont se dire: «Ah oui, mince, quand même, c'est pas super ce qui se passe» et Oui. peut-être, je dis bien peut-être, si on a bien réussi notre job, à ce moment-là, les gens, ils vont se dire: «Bon, bah, et qu'est-ce que nous, on peut faire?» La sensibilisation, c'est bien, mais après, si on peut aller au-delà et faire, changer les mentalités et les comportements, c'est encore Oui, mieux, quoi. oui, bien Et sûr. c'est de l'émotion, bien sûr, comme tu le dis, ça passe par l'émotion. Mmh. Et qu'est-ce que c'était? Est-ce que vous avez une technique, préférée pour faire que quelqu'un qui n'est peut-être pas du tout intéressé avec la nature, qu'il aime, la photo et aussi qu'il sera intéressé de ça, savoir plus? Alors, je sais pas si c'est une bonne technique, mais moi, c'est une chose qu'on peut remarquer qui est assez évidente, c'est que, si tu veux, les gens, ils vont commencer à s'intéresser aux choses ou à vouloir les protéger que s'ils les connaissent. Donc déjà, il faut donc qu'ils aient des images pour voir de quoi on parle et que s'ils commencent à les apprécier. Oui, On ne peut pas se mettre à protéger quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, il y a des choses que j'aime pas, je vais pas les protéger. Je dirais pas quoi parce que c'est pas l'endroit, mais voilà donc une bonne méthode pour commencer, ça peut être de commencer à faire des belles images. Donc si c'est on travaille sur une espèce, par exemple, en danger, de faire des belles images de cette espèce dans son environnement, de montrer ses comportements, de la montrer avec ses petits ou des choses comme ça pour susciter justement l'émotion et que les gens, quand ils voient les images, disent: «Ah ouais, ils sont beaux ces animaux», tout ça. Donc des fois, c'est pas facile, hein, quand on travaille sur les insectes, par exemple. Bon voilà, là, il faut faire des belles images. Mais une fois qu'on a fait cette première approche, après, on peut seulement basculer sur: «OK, c'est très beau, c'est super, mais la problématique qu'il y a derrière, c'est ça». Et là, quand les gens, ils vont après basculer sur la seconde partie des images, ils vont dire: «Ah oui, quand même, bah voilà, faut bouger, il faut faire quelque chose». mmh, oui. Et est-ce que juste une autre petite Mmh. question complètement, mais est-ce que vous faisiez, beaucoup de
de photographes des choses comme vous dites, comme des insectes ou des choses comme ça que c'est pas très habituel, si je Ouais, peux dire, de des faire. choses qui sont photogéniquement pas très agréables? Oui, voilà. Ouais, oui, bien sûr, moi j'ai travaillé, une de mes missions pour le National Geographic France qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'années maintenant. C'était donc vraiment au début de ma carrière, c'était d'aller, en Guyane. Tu vois où c'est la Guyane? C'est, Oui. ouais, c'est donc en forêt tropicale en Amazonie, pour, suivre une équipe de scientifiques qui étudiaient donc tout ce qui était insectes ou enfin arthropodes, on va dire, c'est-à-dire il y avait les scorpions, les araignées, les fourmis, les guêpes qui avaient du venin. Leur Mmh. but à eux sur le terrain, c'était de capturer ces insectes, de récupérer le venin pour l'analyser, parce que les venins, c'est des molécules très, très actives sur le corps humain, et de voir après quels médicaments on pourrait en produire, en faire, pour Mmh. justement le bénéfice humain. Et donc, pendant les 15 jours où j'étais là-bas, et ben, j'ai suivi ces scientifiques complètement fous, de jour comme de nuit, qui couraient après tout ce qui piquait, mordait, enfin tout ce qui pouvait être dangereux. Et donc, c'était pas forcément des jolies bêtes, hein, parce qu'il y avait vraiment des araignées, des scorpions, des mygales grosses comme ça, mais c'était super intéressant, de voir l'envers du décor. Et Mmh. donc on faisait des captures de nuit, enfin c'était vraiment génial. Et on a réussi quand même à faire des images qui étaient à la fois instructives, où on montrait, ben voilà, ces bêtes-là, elles sont pas super belles, mais c'est quand même utile, enfin ça peut nous être utile à nous les humains, pour telle ou telle raison, notamment les médicaments et tout ça. Et donc, il faut les préserver, il faut préserver leur environnement, parce que sans elles, ben, on n'aura pas de médicaments pour traiter telle maladie plus tard, quoi. Donc, il faut Oui, toujours essayer de trouver un angle qui permet de rendre les choses un peu plus agréables. oui, une bonne histoire. Heu, hem, Pouvez-vous discuter des techniques, créatives que vous utilisez dans la photographie pour transmettre l'importance de la conservation et des défis et tout ça? Alors, après, ça va dépendre un peu des sujets qu'on a à traiter. Oui. Moi, quand je travaille sur des sujets, on va dire animaliers, qui soient de taille moyenne ou de petite taille, ce que j'aime beaucoup faire, c'est travailler au grand angle, de Mmh. très près, pour avoir des images, avec, le sujet dans son environnement, et si Mmh. c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, apporter des éclairages, artificiels, donc des flashs, Mmh. pour créer des lumières de type studio. Après on peut même faire des portraits de scientifiques, de choses comme ça sur le terrain. Avec ce genre d'images, c'est vraiment des belles images, c'est très beau, et ça permet d'avoir un rendu esthétique différent de ce qu'on peut voir un peu partout, quoi. Donc ça, Mmh. c'est des techniques que j'aime bien. Après, dans le domaine de la photographie de conservation, que j'aime dans cette, on va dire, cette discipline-là de la photo, c'est qu'en fait, elle regroupe plusieurs autres disciplines de la photographie. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable, bah, de faire de la photo de paysage pour montrer, bah, voilà, on va travailler dans cet environnement-là, c'est là où vit cet animal ou cette plante ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est important de savoir faire des belles images de paysage avec des filtres, avec tout le bazar qui va avec, les trépieds et tout ça. Mais il faut aussi savoir faire, ben, peut-être, de la proxy photographie ou de la macrophotographie, des photos de très, très près, Mmh. du portrait, avec, de la photo, du portrait animalier, on va dire, donc de la photographie animalière, avec des affûts, du téléobjectif, des pièges photos, tout ce genre de choses. Et puis, bah, bien sûr, de la photo beaucoup plus typée reportage, où là, on a des humains en action, en train de faire, bah, je sais pas, capturer par exemple tel animal pour lui mettre un collier GPS pour pouvoir après le suivre, ou faire un prélèvement, d'une prise de sang sur un lémurien ou des choses comme ça. Donc là, c'est du reportage plus classique, mais toujours, avec des techniques, moi j'aime bien amener du flash, des techniques un peu d'éclairage extérieur. Donc tout ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça permet de combiner plein de compétences. Alors c'est un peu dur au début parce qu'on ne maîtrise pas toutes les compétences, mais ce qui est Mmh. sympa aussi, c'est justement de les apprendre et d'évoluer comme ça. Oui. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez est-ce que vous faites, beaucoup de photographies microscopiques ou juste des fois ou pas du tout? Alors, microscopique, donc c'est vraiment des très, très petits rapports de grandissement. J'en ai eu fait au début, mais j'en fais plus trop maintenant parce que ça demande déjà du matériel très particulier, voire de faire du stacking maintenant, des empilements d'images pour avoir des grandes profondeurs de champ. C'est pas ma spécialité. J'en fais plus trop pour l'instant. Mmh. Après, je fais beaucoup de macrophotographie.
Parce Mmh. que, ben, par exemple, sur des sujets comme celui que je te disais, voilà, quand on travaillait sur des guêpes, des choses comme ça, forcément, il fallait être très près des sujets pour qu'on les voit et quand on Oui. prend un gros plan, les crochets d'une araignée, avec le venin qui coule, il faut être vraiment très près, des choses comme ça. Donc oui, ça, j'en fais encore très, très régulièrement. Oui, très joli aussi. Ouais, ouais, c'est très photogénique, j'aime beaucoup la macro, ouais. Et quel pensez-vous que l'impact d'un seul photographe peut être, pour la promotion des efforts de conservation et aussi des défis aussi? Alors, en fait, qu'on soit seul ou qu'on soit plusieurs, du moment où le photographe, il va travailler sur un sujet, s'il travaille bien et qu'il arrive à bien diffuser ses images derrière, c'est-à-dire soit qu'elles soient utilisées par les scientifiques eux-mêmes, soit que ça passe dans des magazines, des expositions ou des conférences, du moment où il arrive à toucher, je ne sais pas, peut-être dans une conférence où il y a 400 personnes, s'il sensibilise ne serait-ce que 2 ou 3 personnes, ces 2 autres ou 3 personnes, elles vont après en parler à d'autres autour et Mmh. petit à petit, ça va faire un effet boule de neige. Donc tout est important, qu'on soit un petit photographe ou un photographe super célèbre, qu'on travaille sur un sujet qui est très local ou au contraire complètement mondial, sur une espèce comme un tigre ou sur une petite mouche qui vit. J'ai des amis, par exemple, aux États-Unis qui ont travaillé sur les abeilles, mais ils ont Mmh. fait un travail magnifique et du coup, voilà, maintenant, il y a des commissions aux États-Unis justement pour la protection des abeilles. Enfin, ils ont réussi vraiment à faire bouger les choses et ça, c'est le Mmh. plus important. Oui, mais comment peut-on faire quand on a quelque chose qui est peut-être très en danger ou très impacté par quelque chose, mais personne écoute aux Ouais, photos? ça, c'est le problème des humains. Bah oui. L'humanité n'écoute pas. Ouais, c'est vraiment très difficile et je pense que même au niveau local, on peut avoir ce genre de problème. C'est-à-dire en plus, vous qui êtes jeune, par exemple, si vous vous dites un jour: «Et ben, voilà, je sais qu'il y a, telle espèce qui vit dans ce bois et qui est une espèce qui est classée, par exemple, sur la liste rouge des espèces, de l'IUCN en voie de disparition ou en danger» ou des choses comme ça. Je vais Mmh. aller faire un sujet sur cette forêt pour pas qu'ils la coupent parce qu'ils veulent la couper. Les gens, ils vont me dire: «Ouais, mais nous, on s'en fiche, on a envie de construire ça, vous êtes jeunes, occupez-vous d'autre chose». Mais non, il faut pas les écouter. Au contraire, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, Mmh. faites vos images, renseignez-vous à fond, enfin, un peu ce que je t'expliquais au début, hein. Vraiment, bien connaître son sujet pour pouvoir après faire des images et c'est vous la jeune génération, donc je sais bien on vous met un peu la pression, hein, nous les adultes, «Ouais, c'est vous l'avenir, machin, machin», mais en même temps, c'est nos erreurs aussi, et même celles de nos parents et de nos grands-parents que donc oui, vous allez, vraiment avoir de l'importance, mais nous, on en a aussi maintenant, donc il faut qu'on vous aide et si les adultes, ils vous disent ça, les adultes, ils sont déjà dans une espèce de bulle que crée la société où il faut qu'ils aillent au travail pour amener de l'argent, sinon ils peuvent pas manger, ils peuvent pas vous payer vos études, tout ça. Vous, vous avez encore cette liberté où vous êtes pas dans des cases, donc faites Mmh. pas toujours ce qu'on vous dit de faire. Par contre, soyez prudents quand même, hein, faites pas de bêtises, mais si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, il faut pas hésiter, il faut rien lâcher Mmh. et une fois que vous aurez construit des images et une vraie histoire, donc là, on parle de storytelling, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce que vous arriviez à photographier soit pas juste des belles images ou juste des moches images. Il faut que ça raconte une histoire derrière et ça, c'est très important. Après, ben, n'hésitez pas à soit, faire des expositions là-dessus quand il y a des petits festivals vers chez vous, aller voir des magazines locaux. Enfin, il faut motiver les gens, donc il faut d'abord travailler en local pour essayer après d'aller voir plus loin. Mais tout travail peut être super important, hein. Oui, merci. Et bah, est-ce que vous pouvez partager quelques-unes de vos campagnes ou initiatives de conservation qui étaient, réussites et ou même ceux que vous avez participé? Oui, j'ai un exemple là qui me vient en tête où, donc j'ai travaillé, de nouveau avec, Nathalie, donc ma collègue dont je te parlais tout à l'heure, où quand on a des très gros projets, on travaille ensemble. Mmh. On a travaillé il y a quelques années aussi, en Afrique du Sud sur un projet, d'une scientifique qui elle étudiait les relations, les conflits en fait hommes-prédateurs, donc dans une petite région, désertique du Karoo qui s'appelle du Karoo, d'Afrique du Sud qui s'appelle le Karoo. Donc cette scientifique, elle était là-bas pour étudier, les chacals et le caracal. Tu vois un peu ce que c'est? Donc Oui. un canidé, le chacal et le caracal, c'est une espèce de lynx. C'est vraiment des très beaux animaux. C'est les 2 derniers prédateurs qui restaient dans la région au niveau animaux sauvages. Mmh mh. Sauf que c'est une région où il y a beaucoup d'élevage de moutons et donc il y a énormément de conflits.
Et donc, quand on a rencontré cette scientifique, on a trouvé son sujet génial, quoi. En fait, elle étudiait ces animaux-là. Elle étudiait aussi au niveau sociologique, comment, les éleveurs pouvaient essayer de voir, pour s'en sortir, pour mieux vivre de leur élevage de moutons. Parce que c'est pas Mmh. comme, chez moi en France ou peut-être, dans d'autres pays d'Europe où, l'État aide les éleveurs. Là-bas, c'était, débrouillez-vous, quoi. Donc il fallait qu'ils réussissent à vivre, à payer leurs frais, à envoyer leurs enfants à l'école. Donc, il fallait absolument qu'ils arrivent à élever leurs moutons. Mmh. Et vu que le chacal et caracal tuaient les moutons, eh ben, c'était une vraie guerre. Donc, ils organisaient même des fois des chasses en hélicoptère, enfin des choses vraiment incroyables. Et sur des zones énormes, ils tuaient tous les animaux pendant une période, tous les animaux sauvages. Donc les caracals, les chacals, il n'y en avait plus du tout. Et cette scientifique, elle, son but, c'était d'essayer de voir comment ça fonctionnait au niveau biologique, au niveau sociologique, pour essayer de trouver des solutions pour que les uns comme les autres puissent vivre ensemble. Mmh. Nous, on trouvait ça génial. Donc, du coup, on a dit, bah, on va aller faire un reportage là-dessus. On est parti et on a commencé à travailler avec elle. On a fait plein d'images. Elle a mis beaucoup de temps. C'était vraiment un gros projet. On a mis 2 ans de préparation pour le faire. Donc, ouais, c'est vrai, pour mettre en place tout ce qui était, parce qu'on voulait faire du piège photo aussi. Donc, mettre en place tout ce qu'on avait envie de faire, tout notre scénario, si tu veux, euh, pour trouver des partenaires, des sponsors, parce que ça coûtait beaucoup d'argent. On avait un très, très gros budget. Donc tout ça, elle a eu besoin de temps aussi pour que les fermiers avec lesquels elle travaillait, ils acceptent que nous, on vienne, ben, pour faire des photos des massacres qu'ils étaient en train de faire d'ailleurs. Donc c'était pas évident. Et donc 2 ans de préparation et après on est parti pendant 2 années de suite sur le terrain pour faire les images. Mais ces images, là où elles ont eu de l'impact, c'est qu'elle, après, elle s'en servait pendant toutes ses conférences pour montrer comment ça se passait sur le terrain, pour illustrer ce qui se passait concrètement. Parce que c'est pareil, elle avait des tableaux, elle avait des graphiques, elle avait plein de choses. Mais Mmh. quand elle était devant une assemblée où c'était que des fermiers, qu'il fallait ben voilà, les décider à dire attendez, arrêtez de tout tuer, on va faire d'autres méthodes, on va mettre des systèmes de protection différents de ceux que vous utilisez, tout ça, pour que ça puisse être viable. Et ben, Mmh. c'était grâce à nos images que les gens ils voyaient concrètement à quoi ça ressemblait. Et ils voyaient qu'il y avait déjà des fermiers qui l'avaient fait et que ça fonctionnait bien et qu'ils s'entendaient mieux du coup avec la faune sauvage. Donc cette scientifique s'appelle Marine Drouilly. Elle a créé une association qui s'appelle The Karoo Predator Project, qui Oh, existe encore maintenant. Donc elle a fini ses études, mais elle a créé cette association qui existe encore sur le terrain et qui continue à faire évoluer les choses là-bas. Et donc ça, pour nous, c'était une réussite, puisque du coup, grâce à nos images, ça a pu faire avancer les choses et ça continue toujours. Donc bah voilà, oui. un petit exemple. C'est très intéressant, mais aussi très, inspirant. C'est le Tant mieux. terme qu'il faut. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. C'est pas grave, ça me reviendra. Oui, ça me reviendra. Ouais, t'hésites pas. Bon, même si vous êtes, conservationniste vous-même et biologiste aussi, comment collaborez-vous avec d'autres, conservationnistes et biologistes, comme vous avez dit avec cette histoire, et des scientifiques aussi, pour faire un travail spécifique? Alors, ce qui est important, c'est le dialogue, c'est de discuter avec les gens. Donc, si il y a comment dire, plusieurs scénarios possibles, hein. Soit, bah, moi, en tant que photographe, en tant voilà, que photographe de conservation, je vois un sujet ou j'entends parler d'un sujet qui me plaît, et ben, je vais me déplacer. Je vais aller voir ces personnes qui travaillent dessus et alors je commence à leur expliquer mon point de vue, ce que j'ai envie de faire, tout ça. Et d'abord, je leur pose des questions. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils le font? Est-ce que ça les intéresserait que je vienne? Parce que le but, c'est qu'ils m'acceptent pour que je Mmh. puisse les photographier en train de travailler. Donc, il faut que Mmh. tu leur apportes un bénéfice, donc que tu leur montres pourquoi ce serait intéressant que toi, tu sois là à les photographier, quel bénéfice ils pourraient en retirer de ces images, à quoi ça pourrait leur servir en gros. Et donc la plupart du temps, les images, après, on les laisse aux scientifiques, aux ONG pour qu'on leur donne gratuitement pour qu'eux, ils puissent les utiliser pour toute leur communication. Mais voilà, le plus important, c'est de parler entre eux, qu'eux, ce soit bien clair entre eux et nous, de savoir ce que nous, on a envie de faire, de ce qu'on va présenter, ce qu'on va montrer, savoir si ça leur convient. Et l'avantage d'être biologiste, c'est vrai que quand ils me parlent de choses, bah, moi, je sais tout de suite de quoi ils parlent. Donc, ils n'ont pas besoin de m'expliquer 15 fois. Et comme je te disais aussi tout à l'heure, quand ils vont m'expliquer tout leur processus scientifique ou de conservation ou autre chose,
vu que Mmh. j'ai aussi un background de photographe, moi, je vais voir que, bah, ça, c'est très intéressant, mais en photo, ça va pas rendre du tout. Les gens, ils vont pas comprendre. Donc, c'est pas la peine que je fasse des photos de ça. Par contre, ça va être intéressant. Les gens, quand je vais photographier ça, ce sera presque déjà une petite histoire, l'image en elle-même et du coup, elle aura un impact sur les gens qui, eux, sont pas du tout sensibilisés à ça et ce sera plus Mmh. efficace. Donc, Oui. il faut discuter, il faut vraiment, parler avec les gens, quoi. Mmh. Mmh. Oui, bien sûr. Hem, je me suis souvenu de ce que je voulais dire avant. Heu, Vas-y. c'était que ça avant, ça me souvenait de quand on dit de comme les gens. Si on voit des gens au lieu de des nombres, c'est beaucoup plus efficace pour Tout faire à des fait. différences et je crois qu'il y avait cette révolution il y a quelques années, je sais pas, 30 ans, je sais pas, plus peut-être, Ouais, que peut-être ça a plus. commencé avec les humains, mais maintenant ça commence avec, la nature aussi. Je Ouais. crois que ça, c'est ce qu'on prend, ce qu'on va pour, si ça a du sens. En fait, c'est ça. Si tu veux, nous, en tant qu'humains, notre sens privilégié, c'est la vue et une image, on la garde en tête, on la garde en mémoire très, très, très longtemps. Je suis sûr que là, j tu viens de penser à des images que tu as vues il y a super longtemps et que tu t'es dit: «Ah ouais, tiens, j'ai celle-là en tête, j'ai celle-là» et en fait, ça c'est lié à le fonctionnement de notre cerveau. Alors qu'un graphique ou même un discours, il a beau être très, très beau un discours, on va se rappeler 3 mots, mais on ne se rappellera pas de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, si dans ce discours, on a vu 4 images, et ben là, ces 4 images-là, elles vont nous rester en tête. Ça, c'est la grande force de la photographie. C'est que c'est complètement universel. On peut montrer des images à des personnes qui parlent pas le même langage. S'il y Oui, a l'émotion dans l'image, et ben, tout de suite, ça va être intégré et ces images-là, elles auront de l'impact. Alors que des graphiques, des dessins, des schémas, déjà, faut les comprendre, donc c'est pas donné à oui, tout le monde. Non, mais c'est vrai. Et puis, oui, en plus, voilà, si c'est des langues ou des chiffres ou des équations, bah, il y a plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire, puis qui veulent pas savoir. Alors oui, qu'une image, ça aura tout de suite un plus d'impact. Tu as raison. oui et à votre avis, que peuvent les individus faire et les communautés faire pour, bah, pour soutenir les efforts de conservation, mais aussi des fois soutenir les photographes et tout ça? Bah, en fait, alors pour tout ce qui est soutenir la conservation et au moins la protection de l'environnement, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire, nous, déjà à notre niveau d'individu, que tu fais sûrement déjà toi ou, en tout cas tous les gens qui sont sensibilisés, au jour le jour. On peut faire attention à plein, plein de choses. Après, il y a des problématiques qui sont tellement larges qu'en tant qu'individu, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est, bah, voilà, de passer le message aux autres et voir peut-être de travailler avec des associations qui, elles, ont plus d'impact, plus de force parce qu'elles sont des groupes organisés Mmh. pour, travailler, sensibiliser peut-être, les décideurs. Ce qu'on appelle les décideurs, c'est, les maires, les hommes politiques, enfin tous ces gens qui tirent un peu les ficelles de comment va fonctionner la société et Oui, c'est important que même nous à notre petit niveau, on se dise: «Bah non, on peut faire quelque chose, on peut pas enfin, c'est pas on a quand même la main dessus» et comme je te l'expliquais tout à l'heure, par exemple, voilà, commencer avec du très local, des choses autour de chez nous. C'est sûr qu'on va pas aller se battre pour, je sais pas, une espèce qu'on n'a jamais vue de notre vie, qui est à l'autre bout de la planète. Par contre, je suis sûr qu'à côté de chez nous, on a des petits problèmes de conservation, d'environnement ou améliorer, des choses, pour la nature, pour qu'elle continue à se développer et ça, on peut le faire à notre échelle, quoi, c'est sûr. oui et Mmh. je crois que quelque chose que beaucoup de personnes ne voient pas, c'est qu'il y a beaucoup de nature autour de nous. Comme Ouais. en Europe, je crois, je dis ça beaucoup maintenant, mais je crois que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des ours, il y a des lynx, il y a de tout ça, mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a juste là-bas et on En peut fait les voir en vrai. C'est exactement ça. La plupart des gens, ils regardent beaucoup la télé, ils voient des émissions où il y a des tigres, des lions, des panthères, des éléphants, des choses comme ça. Mais en fait, tout notre petit patrimoine naturel qu'on a autour de nous, il est hyper riche et Oui, c'est hyper important aussi de le protéger, hein. Ça peut aller justement des insectes, en passant par les poissons, les oiseaux et justement les mammifères, on en a aussi, quoi. Donc moi, vers chez moi, par exemple, c'est une région, qui est assez verte, ça va, je me plains pas trop et depuis maintenant, je sais pas, peut-être, 10-15 ans, on a des gros mammifères comme des chamois, le lynx régulièrement qui commencent à venir pour ah, repeupler, pardon,
pour repeupler, l'environnement parce qu'il y a les conditions qui s'y prêtent et du coup, on a de plus en plus de faune sauvage. Mais ça, les gens, ils sont pas forcément au courant et Oui, c'est donc aussi notre rôle à nous de leur montrer, bah, toutes les petites beautés qu'on a, à côté de chez nous et qu'il faut en prendre soin, quoi, oui, y a c'est important, autant important qu'un tigre, quoi. oui et c'est quelque chose que j'ai vu, chez moi, la dernière année, il y avait pas pas d'oiseaux. Il y avait, quelques-unes, Mmh. mais il y avait presque pas de tout et même ma sœur, elle a vu quelques-unes qui étaient morts, juste comme ça, et on ne savait pas ce que c'est ça on croyait que c'était très localisé et cette année, il y en a beaucoup. Je sais pas ce qui a Ouais. changé, mais il y en a beaucoup vraiment et c'est très Alors intéressant de voir ces petites fluctuations. ouais et je pense que c'est pas un cas isolé là que tu as vu vers chez toi. Oui. Nous on le voit aussi vers chez nous, il y a des années, alors c'est lié c'est sûrement lié aussi au changement climatique Oui, global. Il y a des années où les migrations, elles passent à d'autres endroits où on a plus d'oiseaux que d'autres, mais voilà, ou, oui. mais moi là je travaille sur un projet qui suit les couloirs migratoires des oiseaux Mmh. et voir comment ils évoluent en fonction du changement climatique et là, les scientifiques se rendent compte, hein, parce que c'est pas moi qui étudie, c'est eux, ils se rendent compte que ben, il y a par exemple des oiseaux qui ne traversent plus la mer Méditerranée pour aller passer l'hiver en Afrique, mais qui restent de plus en plus dans le sud de l'Europe parce qu'ils n'ont plus besoin de traverser parce qu'il fait de plus en plus chaud. À l'inverse, il y a des cas où, par exemple, en Islande, des oiseaux qui habituellement arrivent pour nicher l'été là-bas, ils Oui, arrivent maintenant trop tard, il n'y a plus les insectes pour nourrir leurs jeunes, du coup les jeunes ils meurent. Donc il y a des espèces de décalages comme ça qui sont liés au changement climatique et après il y a aussi les actions humaines. Moi je l'ai vu dans ma région un peu comme chez toi, il y a quelques années, il y avait presque plus d'insectes, donc du coup presque plus d'oiseaux et ils ont arrêté de mettre des pesticides dans plein d'endroits. Du coup, il y avait plus d'insectes et là maintenant depuis quelques années, on voit de nouveau un peu plus d'oiseaux, quoi. Donc il y a aussi les pratiques qui sont importantes, pratiques humaines et qui peuvent avoir de l'impact sur des choses comme tu as vu toi. oui, c'est très intéressant parce que comme chez nous, on ne sait pas ce que l'a causé. Oui, Oui, mais c'est intéressant que ça il y a partout dans le globe, mais il faut malheureusement, oui. voir. Mmh. Et bon, est-ce que vous pouvez peut-être discuter un peu de nouvelles technologies et inventions, que vous êtes passionné de et comment ça peut aider avec la conservation? Alors, ben, tout ce qui est nouvelle technologie, de toute façon, ça aide. C'est vrai qu'actuellement, là, les appareils, ils sont devenus de plus en plus sensibles à la lumière et maintenant, je réussis à faire des images, avec des ISO très, très hauts qu'on n'avait pas avant, pas accès Mmh. et du coup, ça me permet de faire des images alors qu'il fait presque noir, des Mmh. choses que j'aurais pas pu faire avant. Donc photographier des comportements ou travailler dans des endroits très, très sombres grâce à ce matériel-là. Après, il y a des nouvelles technologies, qui se sont développées au fil des années, notamment, je parle du piège photo. On arrive à faire des super belles choses. Là, j'ai installé un appareil pour filmer, en pleine nuit aux infrarouges. Il y a peut-être 20 ans de ça, c'était réservé aux militaires du matériel comme ça. Donc, maintenant on arrive à avoir, ben, voilà, j'ai filmé des blaireaux, dans leur petite vie secrète pendant la nuit, des choses qu'on voit pas, c'est génial. Donc ouais, ça c'est un gros plus les innovations du matériel constamment. C'est un gros inconvénient parce que du coup, bah, ça coûte de plus en plus cher. Il faut Oui, souvent, racheter du matériel. Mais, par exemple, tu vois là, je suppose que les boîtiers que vous avez, vous, accès en tant qu'ado, c'est pas forcément des boîtiers professionnels qui coûtent très cher. Mais, mmh, actuellement un appareil photo, de l'entrée de gamme, hein, quelle que soit la marque, hein, que ce soit du Sony, du Canon ou du Nikon, et ben, il est meilleur que moi ce que j'avais en tant que professionnel il y a 20 ans, quoi. C'est oui. vraiment, incroyable Et et c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, c'est que je sais pas si vous connaissez, David Attenborough? comment? David Attenborough? Non, ça me dit rien. C'est une conservationniste, anglais et OK, en fait, dans un de ses documentaires, ils ont fait des des vidéos d'insectes avec ouais. des photos prises avec du caméra d'une téléphone. Ah ouais, génial. Oui Oui, maintenant on peut filmer à des vitesses ultra rapides sur les téléphones, c'est génial. On peut faire et des trucs dingues. et même des professionnels, ils font ça et moi Bien j'étais sûr, quoi? bien sûr. Moi, j'ai fait il y a pas très longtemps j'ai fini il y a pas très longtemps un petit film sur la biodiversité locale vers chez moi Mmh. et j'ai filmé des scènes avec des simples GoPro
en vitesse rapide où on voit des libellules s'envoler. Je suis allé sous l'eau avec, mais c'est juste génial, quoi. J'ai filmé des poissons sous l'eau avec quasiment rien, quoi. Et les téléphones, c'est des très, très bons outils maintenant. On n'est pas obligé d'avoir un gros réflexe, hein. Il y a que Mmh, si on veut, travailler en très basse lumière où ils sont pas encore très bons, ou mmh, si on veut zoomer beaucoup, où là, c'est pareil, il faut autre chose. oui, Mais ils sont excellents sinon les téléphones. oui, c Mmh. encore beaucoup de choses qui sont très, très Ouais, intéressantes. tout à fait. Heu, bah, pouvez-vous peut-être, décrire, juste une journée typique, en photographe et ce que vous faites? Alors, en fait, si tu veux, vu qu'on travaille plutôt sur des projets, bah, il y a des journées comme là où je suis en train de préparer des projets, où les journées typiques, c'est beaucoup de travail sur l'ordinateur, chercher de la documentation, aller rencontrer les gens, passer des coups de téléphone. C'est Mmh. une partie du travail. La deuxième partie, c'est la partie plus de terrain. C'est celle qui est la plus sympa, faut le dire, hein. Donc là, bon, bah, en général, les journées, c'est toujours pareil, c'est se lever avant le lever du soleil, très, très tôt. Des fois, c'est 4 heures, des fois, c'est 3 heures pour aller sur les lieux où on veut faire nos images, si c'est de l'animalier, se mettre dans les affûts, et puis attendre toute la journée, s'il le faut, que l'animal vienne et faire nos photos, quand il est là. Mmh, Mais oui, avant tout ça, ça a demandé aussi beaucoup de temps passé avec une paire de jumelles pour faire du repérage, voir quand est-ce que les animaux viennent, où est-ce qu'ils passent, quelles sont leurs habitudes en fonction des saisons, leur comportement. Ça demande beaucoup en fait de temps sur le terrain avant même d'aller faire les images, quoi. Donc oui. il y a pas de vraie journée typique, mais c'est globalement un peu tout le temps comme ça que ça se passe, quoi. Mmh. Alors, comment vous faites normalement, en relation si, par exemple, vous faites 2 semaines, sur le terrain, combien de semaines ou combien de jours vous ferez juste, faisant des recherches? Alors ça dépend des projets. Il y a des projets, qui sont plus simples que d'autres. Le projet dont je t'ai parlé là en Afrique du Sud, on a dû passer énormément de temps à le préparer parce qu'on Mmh. n'avait pas beaucoup de temps sur le terrain. On n'avait qu'un mois sur le terrain, donc il fallait que quand on arrive, on soit tout prêt pour aller faire vite les photos. On avait besoin de beaucoup, beaucoup de matériel. On avait plus de 500 kilos de matériel à emmener, donc il fallait vraiment tout soit prêt, que, quand on était là-bas, on avait des journées très, très longues. Les premières journées, on n'a quasiment pas dormi, on a dormi que 2 heures parce qu'il fallait installer les pièges photos à différents endroits, il fallait enfin bon, on avait plein, plein de choses à faire. Oui. Donc voilà, celui-ci nous a pris beaucoup, beaucoup de temps à le préparer. Mmh. Après la mission qu'on a eue à Madagascar, là, elle a demandé moins de temps. On a bossé quelques mois pour les préparatifs, mais ça a suffi. Après, par exemple, le projet là sur lequel je travaille, sur la migration des oiseaux, le problème, c'est qu'il y a une partie des endroits où j'aimerais aller faire des photos qui est dans le nord de l'Europe, notamment l'Ukraine et une partie de la Russie. Donc avec les événements actuels, c'est tout à l'arrêt. Donc j'ai beaucoup travaillé pendant quelques mois, j'ai pris beaucoup de contacts, avec des scientifiques, des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est un peu tout en stand-by. Donc je Oui, travaille sur d'autres projets, hein, c'est pas grave, mais voilà. En fait, ça dépendra de tes propres connaissances, si déjà tu connais des choses sur ton sujet ou si vraiment tu connais rien du tout et là, il faut que tu travailles à fond dessus, quoi. oui. Et bah, comment vous faites pour rechercher ou trouver une bonne place, pour faire la photographie d'une certain espace? Bah, alors là, il y a pas de mystère, c'est il faut aller sur le terrain faire du post-traitement. C'est-à-dire que, tout le repérage, c'est le plus important pour l'animalier, hein, je parle, hein, vraiment pour la photo animalière. Tout le Mmh. repérage, il va te permettre de comprendre comment parce qu'on a les bases qu'on trouve dans les livres, hein, le comportement Mmh. général de l'espèce, mais après chaque animal a aussi, bah, sa propre identité et bon, on le voit, hein, les gens qui ont des chevaux, ils savent bien que ce cheval, il réagit pas comme celui-là et cetera. Les chiens, c'est pareil, bah, les animaux sauvages, ils ont leur caractère et c'est exactement la même chose. Donc il faut connaître les animaux que tu veux aller photographier si tu peux, parce que des fois, c'est pas Oui, possible. Donc si c'est par exemple des animaux qui sont vers chez toi, et ben, il faut passer du temps avec ta paire de jumelles, un carnet ou un téléphone pour noter dessus et puis, bah, repérer où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Une fois que tu sais un peu mieux le comportement de l'animal que tu veux photographier, ce qui est intéressant après, c'est de voir les lumières parce que la photo, ça reste quand même très lié à la lumière et mmh, donc en fonction des saisons, le soleil est pas du tout au même endroit. Si l'animal, il vient le matin, bah, il vaudra peut-être mieux être de l'autre côté de la vallée parce que comme ça, on a un léger contre-jour, ça met les poils en évidence. Enfin, il y a plein de petites astuces comme ça. Donc la lumière, comment dire? Le choix de sa position est
très déterminé aussi par la lumière, pas que par l'animal. Oui. Et donc tout ça, c'est important à prendre en compte. C'est de la préparation, quoi. Mmh. Et après, en fonction de ton animal, tu vas pouvoir être plus ou moins près de lui. Si tu travailles sur des oiseaux dans un étang, tu vas pouvoir être très proche de l'étang. Si tu bouges pas, ça va. Par Oui. contre, si tu travailles sur du mammifère qui ont un très bon odorat, là, tu vas être obligé d'être plus loin avec un objectif plus long. Donc Oui. c'est des contraintes, différentes. Comme vous avez dit que la chaque animal a une caractère personnel, Ouais. moi je trouve ça très mignon parce qu'à chaque fois on peut voir quand on est dehors, on peut voir des animaux différents. Hem, une fois quand j'étais dehors, j'ai vu une reine, est-ce qu'on dit comme ça? Hem, Un renne, ouais. oui, un renne et elle restait juste là. Elle faisait rien, elle nous regardait. Ouais, Comme bah, ouais, d'autres, ils courraient, mais elle nous exactement. regardait. Il y en a, ils ont chaque animal, c'est comme les humains, ils ont pas le même, la même comment dire? La même capacité, d'effraiement, on va dire, à avoir peur ou pas. Il y en a, ils vont être très tolérants et d'autres, au contraire, dès qu'il va y avoir quelque chose, ils vont avoir peur et bon, ils vont Oui, partir, ouais. c'est ça. Ouais, c'est Oh, incroyable. c'est intéressant. Ouais. Et bah, est-ce que vous avez des je suis sûre que vous en avez, mais est-ce que vous pouvez nous dire, d'une expérience, avec une espèce, en voie de disparition ou qui est sur le comme vous avez dit, le IUCN, rouge? IUCN, mmh. A priori. Alors, bah, oui, bah, avec les notamment, avec les lémuriens à Madagascar. Alors là, on a eu plein, plein, plein d'expériences avec eux, On a travaillé, avec une ONG, allemande qui étudiait, la cognition, comment dire? La manière dont le lémurien est capable en fait d'appréhender son environnement et de réfléchir à des problématiques. Et donc eux, ils travaillaient sur, le plus petit lémurien au monde, donc le plus petit Oh. primate au monde, donc un singe, un primate, qui est grand comme une souris, c'est, Aïe. incroyable. Donc nous, on s'était dit: «Bah, il faut absolument qu'on aille le voir», tout ça. Donc on a fait des photos avec cette jeune scientifique, c'était une Allemande. Et puis elle nous a dit: «Bah, demain, je vais les re» en fait, elle les capturait, elle les gardait 2 jours, donc c'était des nocturnes, donc elle les gardait de nuit, pour leur faire des petites expériences, des petits tests simples, hein, où il fallait qu'ils apprennent à calculer, des choses comme ça. Et après, elle les relâchait là où elle les avait capturés. Et donc elle nous a dit que, bah, 2 jours après, elle allait les relâcher. Donc nous, on allait faire des photos de quand ils ont relâché les animaux dans leur milieu naturel. On Mmh. avait posé nos sacs sous des arbres et on faisait les photos, je sais pas, 10 mètres plus loin avec le chercheur qui était en train de les relâcher. Et à un moment, on entend du bruit et on se tourne et en fait, on a des lémuriens, une autre espèce plus grande, qui était en train de fouiller dans nos sacs photos, quoi. C'était très curieux. Et alors, on était dans une zone où il y avait pas du tout d'humains, donc tu vois, c'est pas des animaux qui avaient l'habitude d'être nourris ou quelque chose comme ça, c'est juste qu'ils étaient curieux. Donc du coup, bah, on était contents parce qu'on avait fini nos photos du petit, et là, on allait faire d'autres espèces. Donc on a commencé à faire des photos de loin et puis en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient pas farouches. Donc on s'est approché petit à petit, puis on a fini avec un 16 millimètres, quoi. On faisait des photos au très, très grand angle, très, très près d'eux et on a des petites vidéos, on a des photos. Il y a même un des lémuriens qui a léché la lentille frontale de l'objectif de ma collègue, quoi. Ils étaient vraiment pas farouches, ils avaient pas peur du tout, c'était génial. Ah. Et puis au bout d'un moment, après, ils sont partis, ils ont fini ce qu'ils avaient à faire, ils sont partis. Et après, on s'est rendu compte qu'ils sont venus parce qu'on avait mis nos sacs sous un arbre, dont ils se nourrissaient des fruits qui étaient tombés par terre. Ça ressemblait à des espèces de glands et ils venaient manger ça. Et je pense que tous les soirs, ils venaient manger, sauf que là, il y avait nos sacs, du coup, ils regardaient ce que c'était, quoi. Ça, c'est des expériences qui sont géniales parce que tu te rends Ah. compte que si les animaux, ils sont pas, en danger ou pas effarouchés par l'homme ou pas chassés, et ben, en fait, il peut y avoir une super belle connexion entre les 2, quoi. C'est assez génial. C'était vraiment drôle. Oui. Ah de une autre question, comment rester à jour avec, votre photographie et développer votre compétence, parce que comme vous avez dit, il y a toujours des nouvelles technologies et Ouais. tout ça. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps, du coup. C'est, ben, faire ce qu'on nous, on appelle de la veille technologique, c'est-à-dire, se tenir au courant des nouveautés de matériel qui sortent, des nouvelles techniques ou des fois, c'est un problème qu'on a et on se dit: «Bah, comment on peut le résoudre?» et là, on va chercher sur internet. Donc internet, franchement, c'est le plus gros outil qu'on utilise pour ce genre de choses. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît, bah, après, il faut se former, donc que ça soit un logiciel ou un nouvel appareil.
Soit on se forme par nous-mêmes, soit il y a des fois des vidéos sur internet qui peuvent aider aussi, hein. YouTube, c'est vachement bien pour ça, notamment pour les logiciels. Et après, voilà, il faut apprendre à maîtriser le nouveau matériel ou quelque chose comme ça. Et puis des fois, la découverte, elle vient du hasard. Moi, je suis abonné à différents magazines et il y a toujours des news dedans. Et des fois, ils parlent de tel ou tel truc. Et je me dis: «Ah ouais, ça, c'est pas mal, il faudrait que je vois si c'est possible d'utiliser ça pour faire telle chose» ou donc il faut être curieux. Mais ça prend du temps parce que ça demande, ouais, du temps pour lire les choses et tout, quoi. Oui. Et comment, gérez-vous la partie commerciale de la photographie comme tout Ouais, ça? ça, c'est moins rigolo. En fait, moi, mon travail, il se résume à 3 branches principales du domaine de l'image. C'est-à-dire, j'ai une partie qui est très orientée, photo de nature et de conservation Mmh. et donc enfin, tout est orienté photo de nature, mais il y a une partie, si tu veux, où c'est beaucoup du travail pour les magazines. Mmh. Donc là, je travaille sur des sujets qu'on me propose ou moi je monte des sujets et après je les propose au magazine et là, donc là, c'est mon cœur de métier, c'est vraiment tout ce qui est lié à la conservation, la protection de la nature et de l'environnement. Donc Mmh. c'est ce que je préfère faire, mais c'est ce qui est le plus difficile à faire parce qu'il faut trouver des budgets, convaincre les magazines. Mmh. Donc ça, c'est une partie de mon travail, un tiers, on va dire. Un deuxième tiers, c'est tout ce qui va être photographie d'illustration, c'est-à-dire belle image, tu vois? Genre les belles images que tu vois en magazine, pas forcément des reportages où il y a une vraie histoire derrière, mais de la belle image et Mmh. ça, j'en fais, donc plus en local, c'est-à-dire dans ma région ou en France et ça, c'est utilisé par les musées, par les organismes de conservation pour faire leurs plaquettes, pour faire des tableaux qu'ils mettent après dans les réserves où tu as les espèces qui sont illustrées. Donc ça, c'est une autre partie de mes revenus, financièrement. Mmh. Et la dernière partie de mes revenus, elle est liée à tout ce qui est la formation et l'enseignement et le voyage photo. C'est-à-dire que je donne des cours de photographie basique, hein, pour apprendre à utiliser son appareil, des choses comme ça, ou alors des cours de macrophotographie, de photographie de paysage, des choses comme ça. Et je crée et j'encadre aussi des voyages photos ailleurs dans le monde ou en France pour aller, bah, par exemple, découvrir le parc de Yellowstone en plein hiver et aller faire des photos animalières là-bas. Donc voilà, Mmh. donc j'ai des clients qui viennent, qui payent, et puis on va là-bas, on fait des photos. Donc je travaille avec des agences de voyage photo. Et ça, c'est une autre partie de mes revenus. Et d'une année sur l'autre, ces 3 branches, et ben, il y en a toujours une qui est plus forte que l'autre et après, bon, bah, ça s'équilibre. Il y a des années où je fais très peu de reportages, d'autres années où j'ai beaucoup de publications en magazine et donc ça marche mieux. D'autres années où je fais beaucoup de voyages, d'autres années où j'en fais pas du tout. Enfin, ça dépend des années. Mais Mmh. si tu veux, il faut avoir un petit peu plusieurs, pistes pour, être sûr d'avoir des rentrées d'argent régulières quand même. Mmh. Oui. Et ben, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets qui vous vient ou que vous faites, à ce moment? Alors là, je travaille donc j'ai un peu mis, comme je te disais, en pause mon travail sur, le reportage que j'ai envie de faire sur les l'impact du changement climatique sur les migrations des oiseaux. Mmh. Mais en attendant, je viens de finir un film, un petit court métrage là d'une demi heure sur la biodiversité locale et là, je suis entre 2 projets donc j'ai on va dire des commandes, très Mmh. locales sur, des endroits qui ont été renaturalisés. C'est des anciennes carrières Mmh. qui ne sont plus utilisés, donc ils remettent de la nature et donc moi je vais là-bas pour faire des photos d'inventaire pour voir comment la nature se réinstalle. Donc c'est pas vraiment de la conservation, mais un petit peu quand même puisque c'est de l'environnement qui va regagner, sa position naturelle et après ça, là, je travaille sur un autre projet de reportage, qui va être pour magazine. Je vais en fait, je commence là la semaine prochaine, je vais suivre un cycliste qui, va partir en fait de Suisse et il va descendre jusqu'en Espagne tout en Ah vélo, oui. ouais, au détroit de Gibraltar parce qu'en fait, il a voulu, suivre le même chemin que font les cigognes et notamment une cigogne particulière et donc voir comment ces oiseaux ont géré donc il y a tout un parallèle en plus de l'exploit sportif qu'il va faire. Il est suivi par des scientifiques et donc on va travailler là-dessus. On va travailler sur le parallèle entre l'exploit que lui va faire physiquement et l'exploit que font ces oiseaux qui migrent, parce que c'est hyper impressionnant de voir le nombre de kilomètres qu'ils font en volant et Mmh. donc au fil de ce reportage qui va durer jusqu'à la fin de l'été, on va aussi parler, de problèmes d'environnement qui sont liés au changement climatique. Du coup, ben, forcément par rapport aux migrations des oiseaux,
de l'accès à l'eau qui devient de plus en plus difficile dans le sud de la France. Donc ça va nous permettre de parler de plein d'autres projets qui sont liés à l'environnement et à la conservation, tout ça lié à ce cycliste qui va faire, du vélo toute la journée. Heu, bah, j'ai jamais pensé à une cycliste comme ça. Ouais, et il va falloir qu'il s'entraîne bien. Oui. Et alors la dernière question, Mmh mh. pouvez-vous partager quelques conseils et une message peut-être aux jeunes photographes et conservationnistes en herbe qui sont Ouais. passionnés et qui veulent faire un impact pour l'environnement? Alors déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut vous accrocher, il faut rien lâcher. Vous avez absolument raison de faire ça. Donc, mon 1er conseil, ce sera un peu ce que j'ai déjà dit avant, c'est, d'avoir confiance en vous et de vous lancer vraiment dans vos sujets. Pas Mmh. forcément d'aller chercher des sujets qui sont loin, déjà travailler autour de chez vous, mais avant de travailler dessus, de bien, bien, bien vous renseigner, bien connaître votre sujet. Parce que plus vous le connaîtrez, mieux vous pourrez l'illustrer et plus vos images, elles seront fortes, elles auront de l'impact. Mmh mh. Et comme je te le disais tout à l'heure, vous aurez sûrement des gens qui vous diront: «Non, fais pas ci, fais pas ça» mais c'est pas grave, lâchez rien, c'est vous qui décidez. Et Mmh. si pour Oui. vous c'est important, faites-le. Si après, même si vos images elles servent pas, ça vous aura au moins appris à comment travailler, comment les faire, donc faites-le. Ça, c'est plus pour de la photo de conservation. Si vous faites de la photo animalière, même si le but derrière ce sera le même, parce qu'au final vous faites des belles images d'animaux, pourquoi? Bah, pour montrer aux gens que c'est joli, il faut le protéger aussi, quoi. Donc pareil, essayez de bien connaître vos espèces pour pas les mettre en danger, que ce soit pendant la nidification ou pendant l'hiver où, l'énergie pour eux c'est important l'hiver pour survivre. Mmh. Donc c'est la première chose à faire, c'est ça, c'est bien connaître votre sujet et Mmh. puis ne rien lâcher et continuer à bosser comme des fous. Bah, merci beaucoup Denis. De rien, avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup et bah, merci de d'avoir partagé tout ça, et toutes vos histoires avec nous et d'avoir nous donné cette petit aperçu à la vie d'une photographe et des nombreuses possibilités qui s'offrent. Et ben, j'espère que votre histoire inspirera la prochaine génération de photographes et c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui vraiment, mais je suis sûre que vous avez tous apprécié d'écouter notre invité incroyable ce soir et bah, merci à vous tous d'avoir été présents et n'oubliez pas de suivre tout le travail de Danny et vous pouvez trouver un lien à son site web ci-dessous. Bah, jusqu'à la prochaine fois et restez curieux et continuez à apprendre et finalement, n'oubliez pas d'être responsable. Au revoir. Tout à fait. Au revoir, merci beaucoup Nika, à très bientôt.